Bonjour, une petite vidéo sur le chapitre 3 de 5e, l'alimentation et la digestion, et plus précisément l'importance de l'alimentation pour l'organisme. Donc ce chapitre a été découpé en 3 parties. Tout d'abord, nous verrons quels sont les besoins en énergie, puis dans une deuxième partie, nous verrons quels sont les apports en énergie, et enfin nous parlerons des déséquilibres alimentaires. Donc pour fonctionner, notre organisme a des besoins qui sont permanents, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ces besoins en énergie s'expriment en kilojoules et parfois en kilojoules par heure. Donc les organes qui ont des besoins permanents sont ce qu'on appelle les organes vitaux. Il y a par exemple le cœur qui ne peut cesser de battre, qui doit en permanence assurer l'apport en sang à tous nos organes. Mais il y a également le cerveau qui est en permanence en communication avec les autres organes afin de recevoir des informations et de donner des ordres à d'autres organes. Il y a également les reins qui vont filtrer notre sang de manière continue. Et puis il y a également les poumons qui vont donc nous permettre d'apporter le dioxygène dont nos organes ont besoin et d'expirer le dioxyde de carbone. Donc ce métabolisme de base utilise à lui seul 60% de l'énergie dont notre corps a besoin. Le reste, eh bien on trouve le travail digestif. En effet, lorsque nous mangeons, eh bien les aliments vont devoir être digérés et donc cela va également nécessiter d'utiliser de l'énergie par l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, c'est-à-dire les organes impliqués dans la digestion. 10% de nos besoins en énergie vont être utilisés pour lutter contre le chaud ou le froid, c'est ce que l'on appelle la thermorégulation. Il reste donc sur cet ensemble une part qui va être variable, qui est due au travail musculaire. Donc on peut considérer que certains besoins sont permanents, comme par exemple le métabolisme de base, le travail digestif et la lutte contre le chaud et le froid. Les autres besoins, qui sont liés donc à l'utilisation de nos muscles, vont être eux variables. En effet, selon les activités que nous allons réaliser, nous n'allons pas consommer la même quantité d'énergie. Dormir, par exemple, ne demande que 310 kJ par heure. À l'inverse, un élève qui travaille assis et qui réfléchit utilise 350 kJ par heure. Marcher va nécessiter d'utiliser 1200 kJ par heure. Jouer au foot, par exemple, consomme 1800 kJ par heure. Et courir consomme environ 3000 kJ par heure. Donc, le travail musculaire va utiliser plus ou moins d'énergie selon l'activité qui va être réalisée. Donc, pour conclure sur ce petit 1, eh bien, notre organisme a des besoins en énergie pour vivre. C'est donc ce que l'on a vu tout à l'heure, le métabolisme de base, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau, du cœur, des reins, mais également des poumons, le travail digestif et la thermorégulation, c'est-à-dire la lutte contre le chaud et le froid. Mais il a également des besoins pour réaliser ces activités, comme courir ou réfléchir. Ces besoins énergétiques vont varier selon le sexe de l'individu. En moyenne, un garçon consomme plus d'énergie qu'une femme, mais également en fonction de l'âge, et donc bien évidemment en fonction des activités qui vont être pratiquées. Et donc pour utiliser de l'énergie, il va tout d'abord falloir l'apporter. Et c'est l'alimentation qui va apporter l'énergie à l'organisme. Donc très souvent, on regroupe les aliments en 7 catégories. Tout d'abord les boissons, dont l'eau surtout, qui vont donc nous apporter des minéraux. Puis on trouve le groupe des céréales et des dérivés qui vont nous apporter des sucres lents, comme l'amidon, mais également des protéines végétales. Le groupe des légumes et des fruits, qui va être riche en eau, fibres, glucides, vitamines et minéraux. Le lait ainsi que les produits laitiers qui vont être riches en calcium. Le groupe des viandes, poissons, œufs qui va nous apporter des protéines animales, mais également le groupe des matières grasses qui va apporter à l'organisme des lipides, et bien sûr le groupe des sucres et des produits sucrés qui va apporter des sucres rapides que l'on appelle les glucides. On retrouve à la base de la pyramide le groupe alimentaire qui peut être pris à volonté, il s'agit de l'eau bien évidemment, le groupe des céréales et des dérivés pouvant être lui consommés à chaque repas, le groupe des fruits et des légumes en proportion d'au moins 5 fois par jour, le groupe du lait et des produits laitiers au moins 3 fois par jour, et plus on monte en haut de la pyramide, et bien plus ces aliments doivent être rares dans notre alimentation. Le groupe viande, poisson, œufs est à consommer 1 à 2 fois par jour, et puis en haut, on trouve donc le groupe des matières grasses et des sucres, parfois inversés, dont il faut limiter la consommation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, le corps en a besoin, mais ils doivent être apportés en beaucoup moins grande quantité que par exemple le groupe des fruits et des légumes. Donc pour conclure sur ce petit 2, les aliments sont constitués de matières minérales, l'eau et les sels minéraux, mais également de glucides, protides et lipides. Ce sont donc des nutriments. Ils apportent à l'organisme une certaine quantité d'énergie, ce sont ces fameux kilojoules,
mais aussi une certaine qualité d'énergie. Il faut que cette énergie vienne à la fois des glucides, des lipides et des protéines. Tous ces éléments, je le répète, sont indispensables. Et donc, si l'équilibre alimentaire n'est pas respecté, eh bien, l'individu va malheureusement pouvoir développer ce que l'on appelle des maladies nutritionnelles. C'est notre petit 3. Donc, concernant les déséquilibres alimentaires, on se sert très souvent comme référence de ce qu'on appelle l'IMC, indice de masse corporelle. Donc, elle résulte d'un calcul. Il suffit de prendre son poids en kilos que l'on divise par sa taille en mètres au carré. Et donc, en fonction de la valeur obtenue, eh bien, les individus sont catégorisés, entre guillemets. Un individu qui a un IMC entre 18,5 et 25 est considéré comme avec un poids normal. Au-dessus de 25, on va parler de surpoids. Au-dessus de 30, on va parler d'obésité modérée. Et au-delà de 40, on parle d'obésité sévère. Donc l'obésité est un exemple de maladie nutritionnelle, mais on peut également développer d'autres maladies, par exemple le diabète. Alors le diabète n'a pas toujours pour origine un déséquilibre alimentaire. Il peut malheureusement être dû à un excès de sucre dans le sang et donc à une alimentation déséquilibrée qui va entraîner d'autres conséquences telles que des dommages cardiaques, des problèmes aux reins. On peut également développer d'autres maladies qui sont les maladies dites cardiovasculaires qui vont toucher donc la circulation sanguine et éventuellement le cœur. Ces maladies peuvent être dues à un dépôt de graisse à l'intérieur des vaisseaux sanguins tel que nous le voyons ici sur cette image. Vous avez ici une artère qui est coupée, c'est une coupe transversale. Normalement, l'intérieur de l'artère devrait être entièrement blanche. La partie jaune que nous voyons là est un dépôt de graisse, c'est ce qu'on appelle une plaque d'athérome. La graisse étant plus lourde, elle va stagner à l'intérieur des vaisseaux, elle ne va pas pouvoir être éliminée par la circulation sanguine. Donc au fur et à mesure du temps, eh bien, le sang va avoir de plus en plus de mal à passer à l'intérieur de cette artère, ce qui peut donc engendrer des problèmes de circulation sanguine, soit au niveau par exemple des membres inférieurs, comme les jambes, ou au niveau des membres supérieurs, comme les bras. Malheureusement, si un caillot vient à se former à l'intérieur du cœur, eh bien cela peut conduire à une angine de poitrine ou encore à un infarctus du myocarde, voire à un arrêt cardiaque. Et si une plaque d'athérome se forme au niveau du cerveau, eh bien cela peut conduire à un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle un AVC. Donc pour conclure sur le petit 3, eh bien les maladies nutritionnelles sont dues à un déséquilibre alimentaire. Elles peuvent conduire à de graves conséquences sur la santé, comme nous venons de le voir. Pour limiter ces risques, eh bien, l'alimentation doit être absolument équilibrée et les dépenses énergétiques doivent être suffisantes. J'espère que cette vidéo a été claire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.